Bienvenue et merci de prendre connaissance de ce programme. Ce module explique la curithérapie pour le cancer de la prostate. Le cancer de la prostate est la croissance incontrôlée de cellules dans la prostate, une petite glande qui se trouve juste sous la vessie. Elle entoure une partie de l'urètre, le canal qui transporte l'urine. Ce cancer répandu est détecté le plus souvent par une analyse sanguine de l'antigène prostatique spécifique, APS, par le toucher rectal, TR, ou par les deux. Le diagnostic est confirmé par une biopsie, laquelle permet au médecin d'observer les cellules prostatiques au microscope. Un cancer de la prostate localisé ou confiné à l'organe signifie, à la lumière des informations disponibles, qu'il n'y a pas de preuve tangible indiquant que le cancer s'est propagé hors de la prostate au moment du diagnostic, c'est-à-dire le test de l'APS, le toucher rectal et le rapport de biopsie. Il existe de nombreuses options de traitement pour le cancer de la prostate localisé. Les options de traitement envisageables comprennent notamment la surveillance active avec possibilité d'un traitement différé, une intervention chirurgicale appelée prostatectomie radicale, et deux principaux types de radiothérapie, la radiothérapie externe et la curithérapie. La suite de ce module expose en détail la curithérapie. D'autres traitements pour le cancer de la prostate sont offerts uniquement dans certains centres, comme la cryoablation, une intervention ayant recours au froid extrême pour geler et détruire les cellules cancéreuses de la prostate, et un traitement aux ultrasons focalisé à haute intensité, UFHI. La curithérapie est une forme de radiothérapie qui utilise des sources radioactives, semblables à des grains, insérés directement dans la prostate sous échoguidage. Lors d'une curithérapie à faible débit de dose, FDD, les grains sont laissés dans la prostate de façon permanente et graduellement au fil des mois, ils émettent des radiations. Chaque grain habituellement constitué d'iode ou de palladium radioactif mesure moins d'1 centimètre de long et son épaisseur est inférieure à 1 mm. Il est enveloppé d'une gaine métallique. Cela représente à peu près la taille de la longueur de la mine d'un crayon de plomb. Environ 80 à 120 grains sont implantés dans la prostate, selon la taille et la forme de cette dernière. Ils sont remplacés de façon à émettre des radiations uniformément dans l'ensemble de la prostate, ainsi qu'à quelques millimètres à l'extérieur de cette dernière. Les grains libèrent une dose élevée de radiation absorbée presque entièrement par la prostate. Ces radiations sont capables de tuer les cellules cancéreuses qui se multiplient à un rythme beaucoup plus rapide que les cellules normales du corps. La dose de radiation associée à la curithérapie est environ 1,5 fois plus grande que celle des traitements de radiothérapie externe. La curithérapie est parfois appelée brachythérapie. Et le préfixe brachy, qui signifie court en grec, désigne une thérapie à courte distance ou un traitement du cancer à la source. La matière radioactive finit par se dissiper complètement au fil du temps. La radioactivité des grains d'iode, par exemple, diminue de moitié tous les 60 jours, de sorte que 6 mois plus tard, environ 85% de la radiation a été libérée pour s'épuiser presque entièrement 1 an après l'implantation. Les grains inactifs demeurent en permanence dans la prostate sans causer de problème. Ce graphique illustre la décroissance de la radioactivité des grains au fil du temps, de sorte que 12 mois plus tard, il n'y a presque plus d'effet. Il montre aussi que la plus grande partie de la dose thérapeutique est libérée dans les 3 premiers mois pour rapidement diminuer par la suite. Cet aspect est important, considérant que les effets secondaires du traitement vont de pair avec le décours temporel de la décroissance de la radioactivité. Lors de la curithérapie à haut débit de dose, HDD, une dose de radiation à intensité élevée, comme l'iridium, est administrée au moyen de cathéters insérés temporairement dans la prostate. La curithérapie à HDD est souvent combinée à la radiothérapie externe, notamment pour le traitement de maladies à risque moyen ou élevé. Tout comme la curithérapie à FTD, ce traitement n'est pas offert dans tous les centres de cancérologie. Les effets secondaires, bien que similaires à ceux de la curithérapie à FDD, diffèrent quelque peu, et votre médecin traitant devrait vous en parler. La suite de ce module traite plus particulièrement de la curithérapie à FDD. Divers facteurs reliés à la maladie et au patient déterminent si ce dernier est admissible à la curithérapie.
Dans le cas du cancer de la prostate à risque moyen ou élevé, la curithérapie peut être plus efficace en association avec une hormonothérapie ou une radiothérapie externe. Les critères propres à la maladie et les recommandations de traitement varient d'un centre de traitement à l'autre et peuvent changer au fil du temps. L'état de santé général et la présence de toute autre maladie sont les principaux facteurs liés aux patients qui déterminent le traitement. En général, les patients devraient avoir une espérance de vie de 10 ans ou plus. Une prostate de petite taille est jugée favorable, bien qu'il ne s'agisse pas d'un critère absolu. Dans le cas où la taille de la prostate serait considérable, l'oncologue peut suggérer l'hormonothérapie pour réduire la taille de la glande avant d'amorcer la curithérapie. Une bonne fonction urinaire de base permet aux patients de mieux tolérer le traitement. De même, les patients ayant des antécédents d'intervention chirurgicale à la prostate, comme la résection transurétrale de la prostate ou RTUP, peuvent éprouver plus de difficultés avec la curithérapie et doivent donc en discuter plus longuement avec un médecin expérimenté. La plupart des hommes atteints d'un cancer de la prostate auront consulté un urologue, chirurgien spécialiste de l'appareil génito-urinaire masculin, pour le diagnostic initial et la discussion des options de traitement. Ce médecin peut proposer la curithérapie ou diriger le patient vers un radio-oncologue, médecin spécialiste en traitement du cancer par radiothérapie, pour obtenir un avis sur ce traitement. Au cours de la consultation, le médecin déterminera l'admissibilité du patient à la curithérapie et la convenance du traitement, puis discutera des avantages et des inconvénients de ce traitement. Si le patient est admissible à la curithérapie et décide de recourir à ce traitement, alors la planification de l'implantation des grains radioactifs est la prochaine étape. Quelques semaines à quelques mois avant l'implantation des grains radioactifs, l'urologue ou le radio-oncologue cartographiera la prostate de façon détaillée au moyen d'une échographie transrectale, ETR. Le TR utilise un transducteur ultrasonore, sonde, qui envoie des ondes sonores à travers le rectum pour évaluer avec précision la taille et la position de la prostate. Dans certains centres, le TR peut être effectué la journée même de l'implantation. L'échographie étant effectuée au début de l'intervention, peu après l'anesthésie. C'est ce que l'on appelle la planification en temps réel, offerte à présent dans certains centres. À l'aide d'ordinateurs, l'oncologue, le radiophysicien et le dosimétriste, une personne qui calcule la bonne dose de radiation, utiliseront les résultats de l'échographie pour déterminer le nombre et la force des grains radioactifs nécessaires pour traiter le cancer, ainsi que leur positionnement exact dans la prostate. Cette image illustre un exemple d'une capture d'écran du plan de traitement informatisé. La curithérapie dure environ 1 heure. Il s'agit d'une intervention ambulatoire, ce qui signifie qu'une hospitalisation n'est pas nécessaire. Habituellement, les patients rentrent à la maison quelques heures après l'implantation des grains et peuvent reprendre le travail et les activités normales quelques jours plus tard. La nuit qui précède l'intervention, les patients doivent faire une préparation intestinale. Il peut s'agir d'un médicament à avaler ou d'un lavement. Les patients doivent s'assurer qu'ils connaissent bien la préparation intestinale en usage à leur centre. De plus, dans les semaines précédant l'intervention, il est fréquent que les patients reçoivent un médicament, un alpha-bloquant, destiné à relâcher le col vésical, permettant ainsi à l'urine de s'écouler plus librement. La prise de ce médicament peut être maintenue pendant 3 à 6 mois, suivant l'intervention pour aider à réduire l'inflammation de la prostate et pour prévenir ou traiter les symptômes urinaires qui pourraient survenir. Le jour de l'intervention, l'infirmière révisera vos antécédents médicaux et vérifiera vos signes vitaux, y compris votre pression artérielle, votre pouls et votre température. Une ligne intraveineuse sera probablement installée afin que vous receviez des fluides et, plus tard, des médicaments. Dans certains centres, on effectue un lavement s'il n'a pas été fait la veille. Vous rencontrerez ensuite l'anesthésiste qui administrera les médicaments anesthésiants et qui surveillera vos fonctions vitales au cours de l'intervention chirurgicale. L'anesthésiste discutera avec vous des diverses options d'anesthésie en énumérant les avantages et les risques possibles. Enfin, avant l'intervention chirurgicale, vous rencontrerez de nouveau votre radio-oncologue ou urologue. Vous aurez ainsi l'occasion de soulever toute préoccupation avant l'intervention. Une fois que vous serez dans la salle d'opération, une ligne intraveineuse sera installée si ce n'est pas déjà fait. Vous serez ensuite plongé dans un profond sommeil par l'anesthésiste et un tube respiratoire sera introduit. Dans certains centres,
L'intervention est effectuée sous anesthésie rachidienne. Une injection au niveau lombaire permet d'anesthésier un patient de la taille jusqu'aux pieds. D'autres tubes et voies de surveillance peuvent être installés, y compris un cathéter dans la vessie. La curithérapie est habituellement pratiquée sous anesthésique générale, médicament qui bloque la douleur et provoque un sommeil profond. Une fois que le patient est anesthésié, une sonde échographique est placée dans le rectum. La prostate est inspectée à l'aide de vibrations acoustiques émises par le dispositif d'ultrason. L'image de la prostate ainsi générée est utilisée pour guider le placement des grains radioactifs lors de la curithérapie. Chacune des aiguilles est remplie de grains, puis insérée dans la prostate à travers le périnée, région située entre le scrotum et l'anus. Au moment où les aiguilles entrent dans la prostate, elles apparaissent sur l'écran du dispositif d'échographie et peuvent être guidées avec précision vers leur emplacement prédéterminé. Lorsque chaque aiguille est bien positionnée, elle est ensuite lentement retirée, laissant les grains qu'elle contenait dans la prostate. La sonde et les aiguilles seront retirées lorsque l'intervention est terminée. Seul un cathéter demeurera temporairement en place dans la vessie afin d'aider à l'évacuation de l'urine. Cette diapositive montre la position typique au cours de l'intervention, la sonde échographique étant placée dans le rectum afin de guider le placement des aiguilles qui contiennent les grains radioactifs. Une radiographie montre les sources radioactives distribuées dans l'ensemble de la prostate. L'écran de suivi informatisé montre la distribution de la radioactivité dans la prostate. Les progrès technologiques et le perfectionnement de la technique chirurgicale permettent aux médecins de placer les grains radioactifs dans la prostate avec une très grande précision afin que la qualité maximale de radiation soit émise dans la prostate pour tuer toutes les cellules cancéreuses, tout en limitant les radiations aux structures avoisinantes. Vous pouvez constater dans cette illustration que plusieurs organes importants ainsi que plusieurs structures anatomiques se trouvent tout près de la prostate, la vessie, le rectum et l'anus, le sphincter urinaire, valve musculaire et les tissus érectiles du pénis. La radiation d'une de ces structures anatomiques peut entraîner certains effets secondaires. Dans les diapositives suivantes, nous allons aborder les effets secondaires les plus courants de la curithérapie à faible débit de dose uniquement. Les effets secondaires hâtifs évoluent en parallèle avec la désintégration des sources radioactives. Les premiers effets secondaires sont dus à l'enflure de la prostate à la suite de l'intervention chirurgicale et, d'une manière secondaire, par l'inflammation de la vessie, de la prostate, de l'urètre et du rectum causée par les radiations. Les premiers effets secondaires affectant les voies urinaires et les intestins surviennent dans les 3 premiers mois suivant l'intervention et s'atténuent progressivement au bout de 6 à 12 mois, alors que les parois des voies urinaires et du rectum guérissent. Une irritation à la vessie et au rectum ainsi qu'un léger inconfort sont les effets secondaires les plus courants de la curithérapie. Les symptômes liés à la vessie sont les plus courants. Jusqu'à 80% des hommes éprouvent un besoin urgent et fréquent d'uriner, notamment au cours des 2 premiers mois suivant l'intervention, lorsque les doses de radiation sont plus élevées. Les symptômes peuvent durer jusqu'à 1 an. Environ la moitié des hommes éprouvent une sensation de brûlure à la miction, un symptôme qui atteint son point culminant environ 1 mois après la fin du traitement. Les symptômes liés à la vessie peuvent être atténués par la prise de médicaments appelés alpha-bloquants avant le traitement. Il est également conseillé de réduire le tabagisme ainsi que la consommation de caféine et de prendre au besoin des anti-inflammatoires. Malgré le fait que les effets secondaires soient courants, ils peuvent heureusement être soulagés à l'aide de médicaments et d'autres traitements. La rétention urinaire aiguë survient en raison de l'enflure et du raidissement de la prostate, des effets engendrés par les radiations. Elle est plus susceptible de se produire chez les patients avec une prostate volumineuse ou étant des gens atteints de troubles urinaires importants. La rétention urinaire a lieu chez 5 à 10% des patients, et la plupart d'entre eux ont besoin d'un cathéter urétral temporaire pendant environ 1 semaine. La rétention urinaire peut, chez un faible pourcentage des hommes, durer 6 mois ou plus. Enfin, après la curithérapie, 5 à 10% des hommes présentent des cicatrices dans le canal urinaire ou urètre, causant un rétrécissement de l'urètre et pouvant bloquer l'écoulement de l'urine.
Comme indiqué dans la diapositive précédente, dans de très rares cas, moins de 5% des patients, les hommes peuvent souffrir d'une rétention urinaire prolongée à la suite d'une curithérapie à FDD. L'utilisation à long terme d'un cathéter, tube dans la vessie, peut être nécessaire, comme un cathéter suprapubien, un tube inséré dans la vessie à travers la peau dans la partie inférieure de l'abdomen. Plus rarement, cela peut nécessiter une intervention chirurgicale pour retirer une partie de la prostate, appelée résection transurétrale de la prostate, ou RTUP. La RTUP est décrite dans un autre module. Si cette intervention chirurgicale est requise, le chirurgien doit être particulièrement vigilant, puisqu'elle comporte plus de risques après la curithérapie en raison des radiations reçues. En effet, le risque de causer une incontinence urinaire permanente ou une lésion au rectum est plus grand. Les patients devraient discuter avec leur fournisseur de soins de santé du risque de complications. Une légère irritation rectale, habituellement limitante, affecte 20 à 30% des patients au cours des 2 premières années suivant l'implantation. Un saignement rectal qui est généralement limitant peut survenir chez 10% des patients. De 1 à 2% des patients peuvent avoir besoin d'une intervention de photocoagulation au laser. Il s'agit d'une intervention mineure effectuée durant la coloscopie qui empêche l'apparition de nouveaux saignements dans 90% des cas. Lorsqu'une coloscopie est effectuée auprès d'un patient ayant reçu des implants radioactifs, toute biopsie d'une région irradiée de l'intestin doit être évitée. De plus amples renseignements à propos de la gestion des effets indésirables sur l'intestin sont présentés dans un module à part. Les effets secondaires de courte durée comptent notamment la sensation de brûlure lors de la miction et la présence de sang dans l'urine pendant quelques jours. Il peut aussi y avoir un léger inconfort et des ecchymoses au niveau du périnée, l'espace entre le scrotum et l'anus. Un peu de sang dans le sperme ou de la douleur lors de l'éjaculation pendant 6 à 8 semaines. Certains hommes rapportent aussi un mal à l'estomac ou une douleur au bas de l'abdomen. Une fatigue, habituellement légère, peut se faire sentir dans les premiers mois suivant l'implantation. De plus, certains grains radioactifs peuvent sortir de la prostate et se déplacer dans les tissus avoisinants ou même distants, comme les poumons. Toutefois, puisqu'habituellement quelques très rares grains peuvent migrer hors de la prostate et que la dose de radiation émise par chacun est très faible, la dose totale de radiation dans les tissus autres que la prostate, les poumons par exemple, est très faible et sans danger. Des consignes de sécurité particulières sont habituellement données peu après l'implantation. Bien que les radiations provenant des grains ne soient généralement pas dangereuses pour l'entourage, on conseille aux patients d'éviter de tenir un jeune enfant sur ses genoux ou d'avoir un contact étroit avec une femme enceinte lors des premiers mois suivant le traitement. Les radiations provenant des grains ne perturberont pas les signaux électriques ou les dispositifs électroniques, mais peuvent toutefois déclencher les détecteurs de radiation situés au point de douane, entre le Canada et les États-Unis par exemple. Par conséquent, votre médecin vous remettra une carte qui indique que vous avez reçu des implants radioactifs et que vous pouvez voyager en toute sécurité. Une autre mise en garde qui peut surprendre concerne l'interdiction d'incinération des patients dans les 2 ans suivant l'implantation. Cette précaution vise à éviter que toute quantité résiduelle de radiation des grains, aussi petite soit-elle, soit émise dans l'atmosphère lors de ce processus. Les troubles urinaires après la curithérapie diffèrent de ceux pouvant survenir après une intervention chirurgicale. Ils sont généralement dus aux effets irritants des radiations sur la vessie, causant un trouble désigné sous le nom de vessie hyperactive. Cela se traduit par des mictions fréquentes et des envies pressantes d'uriner difficiles à contrôler, pouvant entraîner ce que l'on appelle l'incontinence par impériosité. Vous pouvez consulter le module sur la vessie hyperactive pour en savoir davantage sur son traitement. Ces symptômes, habituellement de courte durée, surviennent généralement dans les premiers mois suivant l'implantation. Chez un faible pourcentage d'hommes, moins de 10%, ces symptômes peuvent persister et être difficiles à traiter. Le soulagement des symptômes peut nécessiter l'utilisation à long terme de médicaments pour détendre la vessie ou le muscle de la prostate. Le sphincter, ou muscle valvulaire du contrôle urinaire, peut être affaibli par les radiations, bien que des effets appréciables soient rarement notés chez l'homme. Dans les cas graves, ces effets peuvent entraîner des fuites urinaires lors de la toux
ou d'un effort, ce que l'on appelle l'incontinence à l'effort. Mais c'est rare, à moins qu'une résection transurétrale de la prostate, RTUP, ait aussi été requise. De rares effets indésirables peuvent affecter la vessie ou l'intestin chez moins de 5% des patients. Une sténose de l'urètre est un blocage du passage de l'urine causé par du tissu cicatriciel. Il s'agit d'une complication relativement rare chez les hommes, causée par les radiations qui entraînent un rétrécissement de l'urètre, entravant ainsi l'élimination de l'urine. Elle peut être traitée en dilatant l'urètre ou en effectuant une incision par intervention chirurgicale dans le tissu cicatriciel, une intervention désignée sous le nom d'urétrotomie. Pour de plus amples renseignements sur le traitement de la sténose urétrale, vous pouvez vous référer au module correspondant. Une cicatrice ou une ulcération du rectum surviennent rarement. Toutefois, il faut éviter d'effectuer une biopsie dans cette région lors d'une coloscopie, car cela peut entraîner des complications. Très rarement, soit moins d'un cas sur 500 à 1000 patients, un trou peut se former entre la vessie et l'intestin, ou entre la vessie et la peau. En diminuant tout traumatisme au tissu environnant, comme les biopsies ou les interventions chirurgicales, le risque de complications est grandement diminué. Les cancers secondaires causés par la curithérapie sont beaucoup plus rares que ceux causés par la radiothérapie externe. Il importe d'être conscient qu'il existe un risque théorique et d'en discuter avec votre oncologue. Le risque de dysfonctionnement érectile, DE, à la suite d'une radiothérapie varie considérablement et dépend de plusieurs facteurs, y compris DE préexistant, l'utilisation d'autres traitements, la présence d'autres maladies pouvant nuire aux érections, l'âge, le tabagisme, l'obésité, la présence de maladies comme le diabète et l'hypertension artérielle. Cela dit, il est important de comprendre que même si la fonction érectile peut être bien préservée après la curithérapie, les effets des radiations continuent d'affecter les tissus du corps pendant des années. La qualité des érections peut, chez certains hommes, se détériorer plusieurs années après le traitement. Le risque global de DE après la curithérapie se situe entre 30 et 50%, soit un taux comparable à celui des personnes ayant eu une intervention chirurgicale qui préserve les nerfs caverneux. Toutefois, il arrive que le DE survienne plusieurs années après, et non immédiatement après la curithérapie, contrairement à l'intervention chirurgicale. Chez les jeunes hommes, il importe de savoir que même si la fonction érectile est préservée, il y aura infertilité. Si la question de la fertilité est importante pour le patient, alors il convient de discuter des diverses options de fertilité avant de recevoir la curithérapie. Ici, nous allons glisser un mot sur le fait que, dans certains cas, la curithérapie doit être associée à une hormonothérapie pour réduire le volume de la prostate avant la curithérapie, ou à la radiothérapie externe pour optimiser la lutte contre le cancer chez certains hommes. Dans ces cas, les hommes doivent savoir que l'hormonothérapie comporte ses propres effets secondaires et peut aggraver ou prolonger les effets indésirables de nature sexuelle. De même, la radiothérapie externe peut accroître le risque d'effets indésirables sur la vessie et l'intestin et affecter la fonction érectile. Par conséquent, les patients devraient examiner avec leur oncologue les risques qui leur sont spécifiques quant au plan de radiothérapie. L'hormonothérapie et la radiothérapie externe sont deux sujets traités dans deux modules à part. En règle générale, un mois après l'implantation, voire le même jour dans certains centres, les patients subissent divers tests à l'hôpital, des radiographies, une tomodensitométrie, TDM, ou même une imagerie par résonance magnétique, IRM. Le suivi par des examens de tomodensitométrie est nécessaire pour évaluer la qualité de l'implantation. Les examens d'imagerie médicale diagnostique servent à calculer la dose reçue de radiation et à déterminer le succès de l'implantation. Il est très rare, sauf si le test de tomodensitométrie révèle quelque chose d'inattendu, qu'un patient doive subir une deuxième intervention pour insérer des grains radioactifs supplémentaires. Dans ces très rares cas, l'oncologue discutera de la situation avec le patient. Une radiographie thoracique peut être demandée pour vérifier si des grains ont migré vers les poumons par l'entremise de la circulation sanguine. L'antigène prostatique spécifique, ou APS,
est un marqueur sensible. On le dose en effectuant un test sanguin après un traitement du cancer de la prostate. Après une curithérapie, les patients sont suivis de près au moyen de tests sanguins périodiques, de l'APS et d'un toucher rectal, TR, annuel. Une baisse continue de la valeur de l'APS est un bon indicateur de l'efficacité du traitement à tuer les cellules cancéreuses. Il est important de comprendre qu'après une radiothérapie, comparativement à une intervention chirurgicale, le niveau d'APS ne descendra pas à zéro du fait que la prostate est encore intacte. Toutefois, il devrait chuter pour atteindre un faible niveau, puis se stabiliser ensuite. Le niveau d'APS des patients ayant reçu une curithérapie décline plus rapidement que celui des patients ayant subi une radiothérapie externe. Cela étant dit, il faut parfois compter plusieurs années avant que le taux d'APS atteigne son niveau le plus bas, aussi appelé nadir, et finisse par ne plus être détectable. Dans certains cas, le niveau d'APS peut fluctuer avant d'atteindre un état d'équilibre marqué par de faibles valeurs. On parle de rebond d'APS lorsqu'une augmentation temporaire de la valeur d'APS survient plus d'une fois. En supposant que la curithérapie n'ait pas eu le résultat escompté, ou si le cancer récidive, ce qui signifie qu'il revient, quelques autres options de traitement sont disponibles. La cryothérapie, qui consiste à détruire les cellules cancéreuses par le froid intense, peut être utilisée comme une deuxième tentative de soigner ou de freiner le cancer. Rarement, on peut effectuer une prostatectomie ou l'ablation chirurgicale de la prostate. Dans les deux cas, le risque de complications associées à ces interventions est plus élevé, à la suite d'une curithérapie, qu'il ne l'est pour les hommes n'ayant pas reçu ce traitement, car les radiations affectent la prostate et les tissus avoisinants. D'autres radiations ne sont habituellement pas recommandées, car elles peuvent entraîner des complications supplémentaires. Bien qu'exceptionnellement un traitement focal par curithérapie en cas de récidive puisse être envisagé, il convient d'en discuter directement avec l'oncologue. Un autre type de traitement possible en cas de récidive est l'hormonothérapie, qui suppose la prise de médicaments ou une intervention chirurgicale pour arrêter la production de la testostérone, l'hormone mâle qui alimente la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. En résumé, la curithérapie à faible débit de dose, FDD, est un type de radiothérapie contre le cancer de la prostate qui utilise des grains radioactifs insérés dans la prostate pour éliminer les cellules cancéreuses. Elle traite le cancer à la source en émettant des radiations qui endommagent les cellules cancéreuses localement, de façon à réduire les effets des radiations sur les tissus et les organes avoisinants, comme la vessie et le rectum. Selon le risque associé au cancer, elle peut être utilisée seule ou en association avec l'hormonothérapie ou la radiothérapie externe. Elle implique une consultation avec un radio-oncologue, de même qu'une planification de l'implantation au moyen d'ultrasons. Il s'agit d'une intervention chirurgicale mineure de courte durée, comportant une anesthésie générale ou rachidienne qui ne nécessite aucune hospitalisation. La curithérapie est bien tolérée. Il y a peu d'inconfort par la suite et la majorité des effets secondaires sont mineurs et de courte durée. La curithérapie peut néanmoins affecter la fonction urinaire et sexuelle chez les hommes. Aussi, est-il important d'en être conscient et d'en discuter avec votre oncologue. Merci d'avoir pris connaissance de ce programme éducatif.